Alors après avoir vu la méthode générale d'utilisation du théorème de Gauss pour des sources très symétriques et l'exemple le plus simple de la boule chargée, eh bien, on va s'intéresser ici à un autre exemple pour s'entraîner, qui est celui d'un très grand cylindre chargé uniformément. Alors qu'est-ce qu'on entend par très grand cylindre? En fait, on va supposer que la longueur du cylindre, donc par exemple un fil, eh bien, cette longueur est très très grande non seulement devant son rayon, mais également devant la distance d'observation. C'est-à-dire qu'on va supposer que le point M, enfin l'ensemble des points M où on cherche le champ électrique, sont à une distance maximale qui reste malgré tout très faible devant la longueur du fil. Donc ça va nous permettre de modéliser ce cylindre comme un cylindre qui est tellement long qu'il est quasiment infini. Donc en fait, on va pouvoir considérer que le fait qu'il ne soit pas infini, ça ne change quasiment rien au calcul. Donc ici, on a un cylindre de rayon R, considéré comme infini, et chargé uniformément. Donc il y a autant de charges partout, que ce soit réparti au niveau d'une tranche, mais également verticalement. Donc on a la même chose partout. Donc on appelle ρ0 la densité volumique de charge. Et donc on va chercher le champ électrique en tout point M de l'espace. Et donc pour en placer un, je vais en placer un par exemple à l'extérieur. Mais il pourrait tout aussi bien être à l'intérieur. Alors comme il est dit à la diapo d'après, vu que le fil est infini, eh bien que le point M soit totalement quelconque, eh bien je peux considérer, pour me simplifier un petit peu la vie, que le point M est au niveau du centre du repère. Encore une fois, ça ne change rien vu que le fil est supposé infini, donc je peux choisir le repère n'importe où. De toute façon, ce sera toujours infini au-dessus et infini en dessous. Du coup, le repère utilisé est bien évidemment le repère cylindrique. Ici euro, ici EFI et ici EZ. Donc ici, on a ρ, donc la distance OM. Je peux peut-être préciser ρm si jamais à un moment donné dans le calcul on a des points P également à introduire. Ensuite on a l'angle phi comme d'habitude, donc c'est l'angle par rapport au plan OXZ, donc qui est là, et puis ici on a Z égale à 0, vu comme on a placé le repère. Voilà, alors du coup, maintenant qu'on a un petit peu rempli le schéma, on va s'intéresser aux symétries et invariances pour connaître la direction du champ électrique et voir s'il n'est pas constant en fonction de certaines variables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas certaines invariances. Alors ici, les plans de symétrie d'abord. Donc vu que le cylindre est uniformément chargé, eh bien tout plan vertical est un plan de symétrie. Donc en gros, vous le coupez verticalement et ça le coupe bien en deux parties chargées de la même manière. Sauf que, attention, on ne peut pas utiliser n'importe quel plan vertical. Il faut utiliser, pour avoir des informations sur le champ électrique au point M, il faut utiliser un plan qui passe par M. Donc ici, le plan vertical qui passe par M, c'est O euro EZ. Donc O euro EZ est un plan de symétrie. Il en faut un deuxième pour trouver la direction du champ électrique au point M. Et bien ici, on va utiliser le fait que le cylindre est supposé infini. Donc du coup, si vous coupez horizontalement, donc comme ça, clac, 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 et bien en fait, il y a la même quantité au-dessus qu'en dessous. La même quantité de charge au-dessus qu'en dessous. Donc le plan horizontal est ici un plan de symétrie. Ça, c'est grâce à l'approximation qu'on a faite donc, du fil infini. Donc deuxième plan de symétrie, O euro EFI. Donc du coup, la direction du champ électrique, c'est la direction commune à ces deux plans de symétrie, donc c'est la direction euro. Donc je peux dire que le champ électrique, qui est un champ vectoriel, a, quel que soit le point M, une seule composante, qui est sa composante radiale euro. Alors ensuite, on s'intéresse aux invariances. Donc c'est-à-dire, on regarde si, lorsque on change une coordonnée du point M, est-ce que ça change a priori la valeur de la norme du champ électrique. Donc ici, lorsque vous changez la distance du point M, a priori, si le point M il est plus loin, eh bien, il va voir les charges plus loin, donc le champ électrique devrait être plus petit.
Donc le champ électrique dépend de la variable ρ. Par contre, si le point M, vous le faites tourner autour du fil sans changer la distance, eh bien en fait, le point M va avoir exactement le même fil. Donc il n'y a aucune raison pour que le champ change. Donc il y a invariance en fonction de l'angle phi. Enfin, puisque le fil est infini, eh bien le point M, vous pouvez le monter, il verra à nouveau exactement le même fil. Donc, si vous changez Z, le champ doit rester le même. Donc il y a également invariance de translation en fonction de Z. Donc du coup, si je résume, invariance selon phi et Z, ou Zm, phi m et Zm. Donc du coup, le champ électrique ne dépend que de la distance ρm. Donc finalement, le champ électrique est une fonction de la variable ρm, et en même temps, le champ électrique n'est que dans la direction radiale euro. Donc voilà ces deux informations qui sont ici résumées. Donc entre parenthèses, ça veut dire fonction 2, et en indice, c'est la direction, puisque c'est la composante du vecteur. Voilà, donc maintenant qu'on connaît ces spécificités du champ électrique, on va essayer de chercher une surface de Gauss qui soit pratique pour pouvoir simplifier l'expression du flux à travers cette surface de Gauss. Et donc ici, le choix, eh bien, il va être guidé par justement cette invariance. Vu que la norme du champ électrique ne dépend que de la distance, en fait, l'idée déjà, c'est de prendre une surface telle que l'ensemble des points soit à égale distance de l'axe OZ. Et donc ça, c'est possible si on prend ici une espèce de cylindre vide, ici, de rayon ρ. Donc ici, le point M est sur mon espèce de cylindre orange. Et à ce moment-là, tous les points M de ce cylindre orange seront à la même distance ρm. Donc ça veut dire que la norme du champ électrique pour tous les points M de ce cylindre sera constante. On a juste un problème, c'est que pour appliquer le théorème de Gauss, on a besoin d'une surface fermée, puisque dans le théorème de Gauss, on dit que le flux est égal à la charge entourée par la surface de Gauss. Donc il faut que la surface soit fermée pour qu'elle permette de définir un intérieur, un volume qui soit entouré. Et donc ça, ce cylindre-là, c'est comme un rouleau de papier toilette ou de sopalin, eh bien ça n'enferme pas un volume. Donc il faut absolument fermer. Alors comment faire pour fermer? Eh bien on va regarder à nouveau le champ électrique. Le champ électrique, il est uniquement radial, donc il est uniquement horizontal. Donc l'idée qu'on peut avoir, c'est comment est-ce que je peux fermer ma surface de Gauss sans que ça me complique mon flux? Eh bien l'idée donc c'est de fermer avec des surfaces telles que le flux soit nul, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun champ qui, entre guillemets, traverse la surface. Eh bien ça c'est possible, puisque vu que le champ est horizontal, eh bien le champ ne sortira pas si je ferme avec des surfaces horizontales. Et donc l'idée, c'est, entre guillemets, de rajouter un couvercle et un fond horizontaux, comme ça, comme une boîte de conserve. Et à ce moment-là, le champ électrique qui est horizontal, eh bien, ne sortira pas du dessus ou du dessous, et donc le flux à travers ces deux surfaces du dessus et du dessous sera nul. Donc le fait que la distance ne soit pas constante sur le dessus et le dessous, finalement ça ne va pas nous embêter, parce que de toute façon, le flux sera nul. Donc la surface de Gauss, ça sera constitué de trois surfaces, le cylindre de rayon ρ, et puis le couvercle et le dessous. Donc c'est ce qu'on a dessiné ici, donc en plus petit. Donc voilà notre boîte de conserve. Donc ici j'appelle les points M les points de la surface latérale, donc le cylindre de rayon ρ. Les points M', tous les points du dessus, et les points M secondes, tous les points du dessous. Et donc on a tracé les ds au niveau de chaque point M', M' et M secondes, donc pour des points quelconques. Et donc on voit que, comme prévu physiquement, eh bien les ds sont perpendiculaires au champ électrique au niveau des points M' et M secondes. Vous avez ici un angle droit. Donc ça veut dire que lorsqu'on va faire le produit scalaire, eh bien ce produit scalaire sera nul, vu que ces deux vecteurs sont orthogonaux, que ce soit pour M' ou pour M secondes. Et donc le flux sur la surface du dessus et du dessous sera nul.
Donc allons-y justement pour exprimer ce flux. Donc le flux à travers la surface de Gauss, c'est la somme sur l'ensemble de la surface de Gauss fermée de E scalaire ds. Ici, donc j'ai trois surfaces différentes, donc je vais entre guillemets utiliser châle pour l'intégrale, c'est-à-dire je vais séparer donc ma surface d'intégration en trois surfaces ouvertes. Donc ça va être sur la surface latérale, donc ça ce sont les points M, plus la surface du dessus, donc ça ce sont les points M', plus la surface du dessous. Et donc, directement, eh bien, le flux sur la surface du dessus ou du dessous, soit vous le voyez physiquement, soit, comme on l'a vu tout à l'heure, E et ds sont perpendiculaires. Donc ça fait 0, donc la somme fait 0. Idem ici, 0, donc la somme fait 0. Donc finalement, le flux qui traverse la surface de Gauss, eh bien, c'est juste le flux à travers la surface latérale, puisque le champ est horizontal. Alors justement, donc, développons ce flux à travers la surface latérale. Donc pour ça, on utilise les informations qu'on a sur le champ électrique. Donc on sait que le champ électrique est radial et qu'il ne dépend que de la distance. Ensuite, le ds, alors on peut remettre le schéma. Donc le ds ici, qui est perpendiculaire à la surface latérale, eh bien, est lui aussi radial. Donc le ds, pour l'instant, j'exprime pas ce que vaut la surface ds, surface élémentaire. Simplement ici, j'écris sa direction et son sens. Donc c'est plus ds euro. Du coup, comme on voit sur le schéma, ds et E sont collinaires. Donc si le produit scalaire fait 1, donc on se retrouve avec l'intégrale sur la surface latérale de euro qui dépend que d'euro fois ds. Et donc ici, on peut utiliser le fait que, quel que soit le point de la surface latérale, eh bien, la distance ρm est une constante. Or, le champ ne dépend que de la distance, donc si tous les points m sont à la même distance, eh bien, toutes les composantes du champ pour tous les points m de la surface latérale vaut la même chose. Donc c'est une constante, donc je peux la sortir de l'intégrale, et donc on se retrouve avec le flux à travers la surface de Gauss est simplement égal à la composante radiale du champ électrique en n'importe quel point m de la surface latérale, fois la double intégrale sur la surface latérale de ds. Or, la double intégrale de ds, c'est la surface totale, donc c'est la surface latérale. Donc si je réécris pas que ça dépend du point m, donc c'est le champ fois la surface latérale. Du coup, que vaut la surface latérale? Eh bien, la surface latérale, c'est un cylindre, ici. Donc, la surface d'un cylindre, si vous ne vous en souvenez plus, bah, c'est assez logique, hein, c'est un peu comme une chaussette. Là, vous imaginez, la chaussette, elle a cette circonférence, ce périmètre, et puis ensuite la chaussette, hop, on la monte. Donc la surface, ça va être égal à la circonférence, au périmètre de ce cercle, fois la hauteur. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié, mais du coup la boîte de conserve, sa hauteur, bah, qu'est-ce qu'on prend? En tout cas, on ne peut pas prendre la même hauteur que le cylindre qui porte les charges, puisque ce cylindre qui porte les charges, ce cylindre réel, on a supposé qu'il était infini, on a considéré qu'il était infini. Donc ici, je prends une hauteur que j'appelle h, qui est a priori quelconque. Donc vu que de toute façon cette surface de Gauss est virtuelle, a priori, cette hauteur h, on ne devrait pas la retrouver à la fin dans l'expression du champ électrique, puisque le champ électrique ne doit pas dépendre de quelque chose que nous, on a posé pour faire le calcul. Physiquement, le champ électrique ne doit dépendre que de la distance et de la densité de charge et peut-être du rayon du vrai fil, mais ça ne doit sûrement pas dépendre de h. Donc ça veut dire que si à la fin du calcul on a un champ électrique qui dépend de h, c'est qu'a priori on s'est trompé quelque part. Donc ici à nouveau h, c'est totalement quelconque. Donc je reprends, la surface latérale c'est la surface d'un cylindre, donc c'est égal au périmètre fois la hauteur, donc ça va être égal à euro fois le périmètre, donc ici c'est 2π, fois le rayon, et le rayon ici, attention, ce n'est pas le rayon du vrai cylindre qui porte les charges, c'est le rayon du cylindre de Gauss. Et donc le cylindre de Gauss, il est constitué des points m, donc son rayon c'est ρm. Voilà donc le périmètre, et fois la hauteur h. Voilà donc ce qui est résumé ici. Alors
attention, ici j'ai pris petit r, mais je vais plutôt l'appeler ρm. Voilà donc pour le calcul du flux à travers la surface de Gauss. Et je rappelle ce qu'on a déjà dit pour la boule. Ce flux qu'on a simplifié, on ne l'a pas calculé puisqu'on ne connaît pas euro, mais par contre on a simplifié son expression. Et bien cette simplification, on ne l'a faite que grâce aux symétries et invariances. Or, les symétries et invariances sont valables pour tout le problème, c'est-à-dire pour un point M qui peut être à l'intérieur ou à l'extérieur de la source. Donc l'expression de ce flux sera valable quel que soit le point M. Donc je n'ai pas besoin de faire différents cas pour le flux. Le flux est valable partout. Alors il dépend bien sûr du point M, mais en tout cas son expression va être la même quel que soit le point M. Du coup, dernière étape, pour appliquer le théorème de Gauss, j'ai besoin de connaître la charge entourée par la surface de Gauss. Et donc, comme pour la boule, on est obligé de faire deux cas, parce que selon que le point M est à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien l'expression de la charge entourée ne sera pas la même. Donc on commence par un point quelconque, mais à l'extérieur. Du coup, cherchons Q intérieur. Donc ça, c'est le cas correspondant à ce schéma. Donc la charge qui est à l'intérieur de la surface de Gauss, donc qui est le grand cylindre, eh bien cette charge, elle n'est pas là. Ici, c'est du vide. La charge, elle est uniquement dans le vrai cylindre. Donc ici, ce qui correspond à la couleur bleue. Donc les charges, elles sont ici. Donc comment faire pour déterminer cette charge intérieure? Eh bien, comme d'habitude, pour déterminer une charge, donc là j'ai remplacé le S par un point P. Donc pour déterminer une charge, eh bien, je commence par faire le découpage. Donc la charge dans le petit volume autour du point P, c'est égal, comme d'habitude, à la densité fois le découpage. Donc ici la densité, c'est une densité volumique, puisqu'on est dans une description volumique des charges, donc fois le volume des taux correspondant au découpage. Donc ici, voilà le volume des taux. Bon, en vrai, c'est pas un cube, mais pour le dessin, j'ai fait un cube. En vrai, c'est quelque chose qui est un peu avec des cercles là, des petits bouts de cercle. Bref, c'est pas très grave. Donc, on a un volume des taux autour de P. Donc, dans ce volume des taux, il y a une certaine charge dQ. Et cette charge dQ s'exprime par ρ des taux. Alors ici, ρ, c'est une constante, c'est ρ0. Et donc, des taux, je pourrais l'exprimer. Donc en coordonnées cylindriques, vous l'avez dans l'annexe, hein, ça va être ρ des ρ des phi des z, ouais, je pense, ne pas m'être trompé. Bon, mais on va pour l'instant ne pas le remplacer, voir si on en a vraiment besoin. Donc du coup, la charge entourée, ça va être égal à la somme des dQ, correspondant ici à ce qui est assuré sur le schéma. Alors donc ici, les dQ, elles sont dans un volume. Les charges, elles sont dans un volume. Donc déjà, je vais avoir une triple intégrale. Voilà. Et donc, ça va être la somme sur le volume entouré des dQ. Donc, je vais avoir une intégrale sur ρP, okay, puisqu'ici c'est le point P qui parcourt la source, une intégrale sur phi P et une intégrale sur ZP. Alors, ici ρP va varier entre, attention, 0 et, attention, grand R, puisque les charges, elles s'arrêtent à grand R. Donc entre 0 et grand R, ensuite phi P comme d'habitude 0 de pi, et ZP ça va être entre moins h sur 2 et h sur 2, mettons. Des taux. Et donc je peux sortir ρ0 de la triple intégrale. Alors donc ici je pourrais exprimer des taux et puis donc faire mon produit de trois intégrales, mais en fait j'en ai pas besoin. Parce que ici, je peux dire que la triple intégrale de dτ, donc la somme des dτ, eh bien c'est le volume total. Mais attention, c'est pas le volume total entouré. C'est pour ça que j'ai quand même voulu préciser les bornes ici. Parce que dans le volume total entouré, vous avez toute une partie ici qui ne contient pas de charge. Donc en fait, la partie qui contient des charges, c'est uniquement ce qui est assuré.
Donc c'est uniquement ce cylindre plein là. Donc le volume d'un cylindre, c'est la surface fois la hauteur. Mais attention ici, la surface, donc ça va être pi fois le rayon, et le rayon, c'est pas ρ. Il ne faut pas aller jusque là. Parce que là, il n'y a pas de charge entre là et là. Il faut uniquement aller jusqu'à r, comme on l'a exprimé ici dans l'intégrale. Donc le volume, ça va être pi r carré fois h. Voilà donc ce que vous obtiendrez également si vous développez le D2. Voilà pour Q entouré. Donc on peut appliquer Gauss. Donc Gauss, le flux est égal à Q entouré sur epsilon 0. Donc le flux, on a dit, c'est euro fois, que je ne me trompe pas, 2pi rho m fois h est égal à rho 0. Ah oui, alors le problème, c'est que j'ai des ρ qui correspondent à des distances et ρ qui correspondent à la densité volumique de charge. Donc je vais changer cette densité volumique de charge, je ne vais pas l'appeler ρ 0, je vais l'appeler D0. Excusez-moi, à chaque fois je fais cette erreur. Donc ça va être D0 fois pi grand R carré h divisé par epsilon 0. Et donc finalement, donc j'ai laissé un petit peu trop de place. Donc on fait passer tout ça de l'autre côté et on en déduit euro est égal à D0 fois pi R carré h divisé par epsilon 0 fois 2pi rho m fois h. Donc les h se simplifient, ouf, c'était ce qu'on attendait. Les pi également se simplifient, ça on ne l'attendait pas forcément. Et donc voilà ce qu'on obtient en rajoutant ici le vecteur unitaire euro. Donc le champ électrique pour tout point m à l'extérieur du vrai cylindre, eh bien c'est la densité fois le rayon du vrai cylindre au carré divisé par 2 epsilon 0 fois la distance du point m dans la direction euro. Voilà. Donc il reste à faire le cas à l'intérieur. Donc vous imaginez bien qu'il y a un petit truc qui va changer. Alors qu'est-ce qui change? Eh bien ce qui change, c'est que donc, vous avez des charges un peu partout. Hein. Donc du coup, la charge entourée eh bien, va être plus petite que ce qu'on avait tout à l'heure lorsque le point M était à l'extérieur. Donc pour exprimer cette charge à l'intérieur, donc on fait le même calcul, on part de dQ. Donc Q entouré, ça va être égal à la somme des dQ, donc somme de ρ 0 des taux autour de P. Pour taux entouré. Donc ça va être égal à ρ 0 fois taux entouré. Alors pourquoi ici c'est tout le volume entouré? Eh bien c'est parce que ici, regardez, donc la surface de Gauss c'est ce qui est en pointillé, et du coup dans tout le volume entouré vous avez des charges. Donc le volume dans lequel il faut calculer la charge entourée, eh bien c'est l'ensemble du volume entouré. Alors que tout à l'heure, encore une fois, c'est parce que c'est la petite difficulté, tout à l'heure, il y avait toute une partie du volume entouré dans lequel il n'y avait pas de charge. Donc c'est pour ça qu'il fallait s'arrêter à grand R quand j'exprimais le volume qui contenait les charges. Alors que ici, le volume qui contient les charges, eh bien, c'est tout le volume entouré. Et du coup, tout le volume entouré, son rayon, c'est eh bien, la distance du point M jusqu'à l'axe OZ. Et donc, il s'appelle ρm et non pas Rm comme ici. Donc, c'est ρm. Donc, du coup, je peux le faire directement. C'est ρ 0 fois un cylindre de rayon ρm. Donc, ça va être pi fois ρm carré fois la hauteur h. Du coup, on applique Gauss. Le flux, c'est toujours le même. Hein. On l'a dit et redit. Donc, fois 2pi ρm fois h est égal à la charge entourée. Alors, comme d'habitude, je fais l'erreur. Donc, c'est D0 pi fois ρm carré fois h divisé par epsilon 0. On fait passer ça de l'autre côté. Le h se simplifie, le pi se simplifie. Et ici, vous avez un ρm qui va se simplifier avec le ρm qui est ici. Et donc, on arrive à D0 ρm sur 2 epsilon 0 dans la direction radiale euro. Voilà donc pour le champ à l'intérieur.
Donc j'espère que vous avez bien vu la petite difficulté par rapport à la charge entourée par la surface de Gauss. Alors pour résumer, on peut faire un petit graphe de la norme du champ, donc euro en fonction de ρm. On a ici à l'intérieur, donc c'est-à-dire lorsque le point M est à une distance inférieure à grand R, donc j'ai grand R ici, donc lorsque ρ est inférieur à grand R, on a donc cette variation du champ électrique, donc c'est une constante fois ρm, donc c'est une fonction linéaire. Et puis quand on arrive à grand R, eh bien, on passe à l'extérieur et on arrive à ceci, donc c'est-à-dire une constante divisée par ρ, donc c'est une fonction inverse. Donc si je trace ma fonction inverse comme je peux, bon c'est moche mais c'est pas grave. Ah mince, j'ai des lignes droites donc ça va moins bien marcher. Hop. Oulala qu'elle est moche. Bon, vous avez l'idée, c'est une fonction inverse. Voilà. Alors on peut s'amuser à regarder si la fonction est bien continue. Donc pour ça, vous calculez la limite de euro intérieur lorsque ρ tend vers R, idem la limite de E extérieur lorsque ρ tend vers R, mais normalement vous avez bien compris, ici on ne fait aucune modélisation surfacique ou linéique, donc il n'y a aucune raison pour que le champ ne soit pas continu. Donc il l'est effectivement, vous pouvez faire ce petit calcul. Voilà donc pour ce deuxième exemple. Alors ça ne correspond pas trop à un exemple physique parce qu'en réalité les fils électriques qui pourraient correspondre à ce cas en fait sont uniquement chargés au niveau de la surface du cylindre et pas en volume. Mais en tout cas ça permettait de faire un exemple, un petit peu de travail pour voir comment on appliquait le théorème de Gauss dans un cas un petit peu plus compliqué que la boule. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Au revoir.